leçon, donc la leçon, le sommet. Nous sommes montés jusqu'à ce sommet et puis nous redescendrons demain et après-demain. Et ce sommet, comme il a été annoncé, c'est donc Habermas et son éthique de la discussion. Alors, les deux textes dont je me suis servi sont les suivants. Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln de 1983. Je me suis servi de la traduction française sous le titre « Morale et communication ». Donc ce titre complet, c'est « Conscience morale et action communicative » de 1983. Et un texte complémentaire qui comporte de nombreuses réponses aux critiques. Et je me servirai surtout de ce texte-là dans la 4e et la 5e conférence. Néanmoins, je ferai aujourd'hui de nombreux emprunts. Le titre original est « Erläuterungen zur Diskursethik », qu'on a traduit par de l'éthique de la discussion, mais qui donc devrait se traduire par élucidation concernant l'éthique de la discussion. Alors, le mot clé, c'est donc discours, éthique. Et on s'est mis d'accord parmi les traducteurs français, les différents traducteurs français, d'excellents traducteurs d'ailleurs, qui sont des très bons germanistes et même des Allemands bilingues, pour traduire par discussion. En anglais, on a traduit par discourse. En français, le mot discours ne convient pas très bien parce qu'il a des emplois très forts, déjà, pour traduire les suites de phrases, les suites de propositions qui forment un texte plus long qu'une simple phrase. C'est donc un parcours de pensée. Mais il y a l'idée de discussion qui est très fort dans l'allemand. Mais il ne faut jamais discuter sur les mots, parce que c'est le contexte qui décide. Si on a décidé une bonne fois de dire éthique de la discussion, eh bien, on continue. Alors, j'ai divisé ça en 3 parties. Une première partie préparatoire, en somme, que j'ai intitulée « Présuppositions anthropologiques ». Je l'ai développée assez longuement sur la base du second texte de l'éthique de la discussion, parce que contre l'accusation d'une morale complètement coupée de la vie, il a voulu montrer que sa philosophie morale avait des racines dans la vie. Oui, des racines dans la vie. Et je me suis donc servi de ce texte-là d'abord, bien qu'il ait été écrit après le texte principal, Morale et communication, pour faire le lien avec les 2 leçons précédentes qui insistaient, n'est-ce pas, sur l'enracinement dans la vie et donc sur les présuppositions anthropologiques. Alors, la partie importante, la partie centrale, est alors consacrée à la justification de l'éthique de l'argumentation. Et nous pouvons dire tout de suite que l'adversaire, ce ne sont pas les éthiques du bien, mais c'est le sceptique. Et sceptique qui dit qu'il n'y a pas de vérité en morale, Et donc, le centre sera la justification de l'éthique de la communication par un argument
lui-même autoréférentiel, n'est-ce pas, qui est l'argument de la contradiction performative. Si vous dites qu'il n'y a pas de vérité, vous vous contredisez parce que vous pensez que ce que vous dites est vrai, donc, etc. Et la troisième partie sera consacrée aux emprunts, oui, aux appuis, plus exactement, que Habermas a cherché dans une sociologie du développement de la conscience morale, jeune américain, Lawrence Kohlberg. Alors, c'est à ce troisième stade que nous verrons la voie de Habermas se séparer nettement de celle de Happel. Karl Otto Happel, ne voulant employer que des arguments de caractère réflexif transcendantaux, tandis que, comme nous le verrons, Habermas, admettant qu'il reste quelque chose d'hypothétique et de non radicalement fondationnel dans sa morale, cherchera justement un appui ou, comme il l'appelle, une corroboration dans cette conception du développement moral. Ce qui donne un caractère très très complexe à la pensée de Habermas, et nous aurons l'occasion de dire la prochaine fois qu'un parcours assez comparable peut s'observer dans la théorie de la justice de Rawls, ou aussi avec des arguments extrêmement théoriques comme l'argument du minimax, l'argument tiré de la théorie des jeux. Il y a de plus en plus un appui sur l'expérience commune, bon, avec la notion de consensus par recoupement. Et en somme, l'argument du consensus par recoupement chez Rawls sera assez parallèle finalement à la recherche d'un appui dans la sociologie chez Habermas. Bon, alors je passerai quand même quelques temps à mettre en place, en somme, cette éthique de la discussion dans une conception générale de l'humanité, de ce que c'est qu'être homme. Pourquoi je l'ai appelé ça présupposition anthropologique? La prise en considération de l'éthique de la discussion trouve une justification de circonstance dans l'état interne de confrontation des éthiques du bien. C'est un argument qu'on trouve aussi chez Rawls. Il y a tellement de conceptions du bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur une éthique du bien puisqu'elle comporte tellement de controverses. Et en un sens, la philosophie morale de Charles Taylor lui donne raison, puisque nous avions conclu avec Charles Taylor à un predicament, n'est-ce pas, une situation conflictuelle dure, et qui donc rend plausible l'idée de, je dis plausible, simplement plausible, de surmonter la situation conflictuelle caractéristique de la modernité en mettant entre parenthèses la question substantielle. Les Anglais et les Allemands emploient le mot substantiel, substantial, par opposé à formel. Dans la tradition latine, on dit plutôt matériel que mais peu importe. Alors, cette substitution, dans la mesure où c'est une substitution, mais nous verrons, ce n'est pas tout à fait une substitution, équivaut à passer d'un point de vue téléologique, donc où la question du télos, de la finalité, est dominante, et c'était le cas avec l'éthique de la vie bonne, à un point de vue déontologique, où l'accent est mis sur l'idée de norme, de devoir, d'obligation. Habermas préfère toujours employer le mot norme parce que
l'idée d'obligation introduit une nuance supplémentaire qui est l'idée de contrainte. Tandis que dans l'idée de norme, il y a simplement l'idée d'une régulation, qu'elle soit acceptée ou pas acceptée, qu'elle soit considérée comme contraignante ou non. Donc c'est l'idée de norme qui nous... C'est pourquoi je l'ai mis dans le titre des 5 leçons, les normes de la vie pratique. Bon, voilà une première raison de s'intéresser à cette philosophie, c'est qu'elle apparaît comme une sorte de réplique à une situation prédicament, une situation de malaise. Mais la seule référence à la situation historique de la modernité ne suffit pas à justifier le primat de la norme sur le souhait du vivre bien, car si nous n'avions que cet argument, ce serait un argument qui serait lui-même tributaire de l'histoire. Et on veut justement se rendre indépendant de l'histoire. D'où l'importance des considérations anthropologiques, moins dépendantes de la circonstance historique, quoique ils doivent l'être largement encore, à savoir la structure de l'action humaine. Et donc la base ici, c'est la grande œuvre de Habermas sur l'action communicationnelle. C'est donc une morale qui vient, en somme, non pas en appendice, mais en couronnement, n'est-ce pas, d'une considération sur la relation entre action et communication. En ce sens, ici aussi, nous faisons appel, comme Taylor, à des aspects incontournables de l'activité humaine. Alors, vous voyez, d'ailleurs, on dit plutôt activité, handeln, que vie. C'est déjà un signe dans le vocabulaire. Taylor parle de comment mener sa vie, mais Habermas part tout de suite de la question kantienne, que faut-il faire? Bon, vous vous rappelez que Kant, dans sa dernière œuvre, l'Opus Posthumum, pose ces 3 questions qu'est-ce que savoir et que dois-je faire et que m'est-il permis d'espérer? Et c'est donc la deuxième question, que dois-je faire? Alors c'est les aspects incontournables de l'activité humaine qui font appel à une éthique sont les suivants. Alors je vais les énumérer très sommairement dans le texte que je vous ai donné, puisque j'ai surtout fait traduire presque la totalité de la deuxième partie, qui est la plus difficile. D'abord, premièrement, le rôle du langage dans les interactions humaines. Les interactions humaines, l'action humaine est une interaction, et elle est une interaction toujours avec la médiation du langage. Bon, nous allons développer cet argument à son tour. Deuxième structure fondamentale, le besoin d'un arbitrage normatif pour compenser l'extrême vulnérabilité des personnes. C'est un argument qu'on se trouve surtout développé chez les auteurs américains auxquels Habermas fait appel, comme Herbert Mead. L'idée que l'évolution... On a déjà cet argument chez Kant, dans ses considérations anthropologiques, que, on peut dire, la nature humaine nous a laissé sans règles, alors que les animaux ont des dispositifs génétiques. L'homme est laissé, on peut dire, désarmé au point de vue régulation, et donc il faut qu'il invente une régulation pour combler ce vide de la... C'est un argument, on peut dire encore finaliste, puisqu'il est employé par Kant dans ce sens-là. Et troisièmement, le recours à l'argumentation comme seul capable d'assurer au fond la paix, de répondre aux conflits.
donc seul capable d'assurer la protection morale. Je cite, en fait, c'est une citation de Habermas, l'argumentation seul capable d'assurer la protection morale d'êtres vivants qui sont individués par la seule voie de la socialisation. Autrement dit, qui n'accèdent à l'identité individuelle que dans le milieu d'un monde de vie intersubjectivement partagé. Alors, ces trois arguments que je vais développer un peu, pas beaucoup, mais enfin, que je vais développer un peu, relèvent encore d'un point de vue anthropologique et ne sauraient tenir lieu d'une justification transcendantale. Ils n'ont pas de caractère transcendantal. Mais je les ai néanmoins repris, puisque Habermas l'a fait pour répondre à ces critiques justement néo-aristotéliciens. Il a répondu, au fond, avec ce qu'il y a de téléologique encore chez Kant, pour riposter à une téléologie aristotélisante, aristotélicienne. Et là, un argument, on peut dire, ad hominem, approprié. En même temps, c'est une bonne stratégie parce qu'en se plaçant sur le plan même de l'adversaire, de l'éthique téléologique, on essaie de montrer que c'est justement à l'intérieur de ce point de vue-là qu'il faut aller vers Habermas et non pas vers les néo-aristotéliciens. Alors, je reprends rapidement ces trois arguments. Le premier fait du point de vue moral, c'est l'expression qui revient toujours, n'est-ce pas, le point de vue moral, qui est commun aussi à la philosophie analytique, moral point of view, un prolongement obligé de la théorie de l'agir communicationnel. En effet, cette théorie repose sur les considérations principales suivantes, que je rappelle simplement très rapidement. Le caractère de fait primitif de l'intersubjectivité, lequel n'a pas lieu d'être démontré, d'être dérivé de quelque chose de plus primordial. En cela, c'est une rupture avec Husserl. Il n'y a pas besoin d'une cinquième méditation cartésienne pour montrer qu'il faut passer de l'ego à l'intersubjectivité. L'intersubjectivité est première. Au fond, c'est pas nouveau dans la philosophie parce que déjà, moi je dirais qu'il y a deux préalables dans l'histoire de la philosophie, c'est Leibniz avec la monadologie et surtout Fichte, et qu'on oublie trop souvent. On a l'air de croire que l'idée d'intersubjectivité est une invention de Husserl et de Heidegger, mais en 1801, dans la deuxième Wissenschaftslehre, nous avons une sorte de déduction transcendantale de la pluralité des consciences. Bon, déjà cela, caractère primitif de l'intersubjectivité qu'on n'a pas besoin de démontrer, c'est une donnée, on peut dire, de la vie, du Lebenswelt. Deuxièmement, le caractère pratique, essentiellement pratique, de cette intersubjectivité. Alors, cela est commun à tout un groupe de penseurs, Max Weber, du côté allemand, Max Weber et Marx et Max Weber, au fond, deux philosophies de la praxis. Si vous prenez par exemple les premières propositions, les propositions de base de Wirtschaft und Gesellschaft, n'est-ce pas, de économie et société, on commence tout de suite par agir en tenant compte de l'autre. L'action sensée est le premier problème, aussi primitif que l'intersubjectivité. Est également tenu pour primitif la médiation du langage. Dans la pratique, alors évidemment c'est un problème qui n'est passé au premier plan, pas seulement avec le linguistic turn, comme on aurait tort de le dire, mais déjà dans la philosophie allemande avec Hamann et Herder. C'est là, et au fond, je dirais plus haut en remontant à Vico. Là, le langage est constitutif de...
Et c'est tout curieux parce qu'on n'a pas d'appui chez Husserl en ce sens, puisque Husserl dit contre toute vraisemblance que le langage est une couche surajoutée qui n'ajoute rien à la signification. Vous lisez ça dans les recherches logiques, dans les Logische Untersuchungen. Enfin, le caractère également primitif de la conjonction entre interaction et interlocution. Et c'est cela que cette conjonction qui reçoit le nom d'agir communicationnel, communicatives Handeln. L'allemand emploie, il n'y a pas de raison, les traducteurs français en tout cas le disent, de distinguer entre Handeln, le verbe, et puis Handlung, l'action, étant donné qu'en allemand les verbes sont déjà très substantivés. Alors Handlung, on peut dire l'agir communicationnel ou l'action communicationnelle. Bon. Alors voilà, ça c'était pour le premier argument que le point d'appui dans la théorie de l'agir communicationnel. Le second argument place le point de vue moral au terme d'un développement relevant d'une perspective évolutionniste. Et s'il emploie vivement le mot évolution, mais ce n'est pas au sens des biologistes, mais au sens qui est déjà celui de Kant, donc antérieurement au grand évolutionniste du XIXe siècle, l'idée que la nature a produit comme dernière espèce une espèce humaine désarmée. Non seulement désarmée, mais en plus conflictuelle. Et je pense que la source la plus importante, c'est ce fameux concept d'insociable sociabilité que vous avez dans les considérations sur les buts de l'humanité, des ungesellige Gesellschaft, ouais. Insociable sociabilité, justifiant en somme de façon anthropologique la régulation par des normes. Bon, il y a une source kantienne, mais il y a surtout une source hegelienne. Car je crois qu'il faut dire tout de suite que Habermas se considère comme un kantien post-hegelien. Il fait partie de ces configurations auxquelles d'ailleurs moi je me rattache volontiers par certains côtés. J'ai employé cette expression pour moi-même de kantisme post-hegelien. Enfin, à savoir qu'on essaye d'intégrer le plus possible de la critique de Kant par Hegel sous le titre de la Sittlichkeit, l'idée que la moralité pratique repose sur des institutions et non pas simplement sur la moralité, c'est-à-dire la règle de l'obligation morale, et sous sa forme, nous allons dire, de la règle d'universalisation de la maxime de l'action. Et c'est vrai que Hegel est passé par là, et Marx, et l'école de Francfort, donc tous ceux qui ont introduit, on peut dire, la socialité dans la constitution morale de l'homme. Alors que Kant, ou bien le fait dans sa philosophie du droit, comme l'a très bien montré Otfried Höfe, ou alors dans ses écrits sur l'histoire. Mais c'est chez Hegel que nous avons ce grand débat qui fait de la socialité un fait primitif, et Kant sera, je trouve, injustement, très, très souvent injustement accusé de monologisme, comme si tous les arguments kantiens reposaient sur une conscience solitaire. Il ne faut quand même pas oublier le deuxième impératif catégorique, traiter la personne chez autrui et chez moi-même comme une fin et non comme un moyen. Mais enfin, l'orientation dialogique est toujours considérée comme un cadeau de Hegel à la philosophie, contre ce qui reste peut-être monologique dans la morale kantienne. Alors, quant à l'argumentation, qui était donc le troisième
élément d'emprunt à l'anthropologie. Le recours à l'argumentation comme seul chemin vers l'entente et le constitutif, et le consensus, je veux dire, constitue la marque distinctive de toute une famille de morale déontologique à laquelle appartiennent les conceptions procédurales de la justice, comme celle de Rawls, et les morales de ce qui relève de ce qui s'appelle depuis Karl Otto Appel pragmatique transcendantale. Il y a donc une très grande parenté jusqu'à un certain point, mais nous verrons jusqu'à quel point, entre les conceptions procédurales de la justice, comme celle de Rawls, et la pragmatique transcendantale de Karl Otto Appel et de Habermas. Alors, ce qui est commun à cette famille de philosophie morale, c'est l'effort pour justifier la prétention à la validité de toutes les normes dont les conséquences et les effets satisferaient les intérêts de tout un chacun et pourraient ainsi être acceptés sans contrainte par toutes les personnes concernées. C'est une citation de Habermas, n'est-ce pas ? Les normes dont les conséquences et les effets satisferaient les intérêts de tout un chacun et pourraient ainsi être acceptés sans contrainte par toutes les personnes concernées. Dans quel débat, c'est ce que nous verrons. Alors, ce sera un problème important de distinguer la position de Habermas de celle de Rawls et peut-être plus subtilement de Appel, mais il faut d'abord dire ce qui est commun, n'est-ce pas ? Cette idée de la validité. De la validité. Gültigkeit. Alors, le moment est venu maintenant de faire apparaître les arguments en faveur de l'éthique de la discussion qui n'empruntent plus à des considérations anthropologiques, mais à, on peut dire, une entreprise fondationnelle. Une entreprise fondationnelle. Le problème majeur, donc, d'une éthique de la discussion n'est pas de dire quelles normes répondent à la question « que dois-je faire ?», mais si vous acceptez des normes, alors qu'est-ce qui fonde la prétention à la validité ? Donc ce n'est pas l'idée de normes qu'on fonde, mais la prétention à la validité des normes. Alors dans la deuxième partie, je vais développer les arguments qui sont encore communs avec Karl Otto Appel, en particulier dans la dernière partie de Transformation der Philosophie, Transformation de la philosophie, dans 2 volumes, et le 9e chapitre est consacré, n'est-ce pas, à l'éthique de la communication. C'est donc le point où se recouvrent les Karl Otto Appel et Habermas. Aperçu, Habermas est à la fois l'élève de Gadamer et de Appel. La différence de génération n'est pas aussi grande entre Appel et Habermas qu'entre Gadamer et Habermas, évidemment. Donc je veux élaborer cette exigence de fondation commune à Appel et Habermas avant la séparation de leurs voix, dont je parlerai dans la section suivante. Alors, ce qui est commun à ces Karl Otto Appel et Jürgen Habermas, c'est 3 revendications en faveur de l'idée de validité. D'abord, un statut de vérité qui fera appeler cette doctrine cognitiviste, la revendication cognitiviste. C'est le vocabulaire de Habermas. Donc la vérité n'est pas seulement une exigence théorique, mais pratique. Et là, il y a une différence assez importante dès le début avec Rawls, puisque Rawls, la première phrase de Theory of Justice, de théorie de la justice, je la lis, n'est-ce pas ? La justice est aux institutions ce que la vérité est aux propositions théoriques. Donc Rawls réserve l'idée de vérité pour la connaissance, la théorie. C'est donc une revendication très forte de dire, mais il y a de la vérité aussi dans la pratique. Donc le concept de vérité n'est pas un concept uniquement théorique, il est théorique et pratique. Quel est le contraire
nous avons trois adversaires. C'est par rapport à trois positions que cette exigence de vérité est énoncée. D'abord, ce qu'on appelle en Allemagne décisionnisme, et qui est, pour Habermas, un usage abusif de Gadamer, n'est-ce pas, de la reprise de la phronésis d'Aristote par Gadamer, n'est-ce pas, de la prudence. Et on dit, ben, c'est de l'arbitraire, bon. Mais c'est aussi opposé à une position plus anglo-saxonne, faisant de l'émotion, du sentiment, le critère du juste et de l'injuste, du valide et du non valide. Mais plus important, je crois, et ça c'est ce qui est resté de l'école de Francfort, à l'époque de Horkheimer et d'Adorno, l'opposition à un usage instrumental ou stratégique de la raison, tel qu'il avait été dénoncé par l'école de Francfort à l'époque de Horkheimer et Adorno. Mais alors que ceci conclut à une défaite de la raison moderne, pas pour Horkheimer et Adorno, dire que la raison moderne est devenue instrumentale, donc ou de calculatrice, diront, il n'y a pas d'issue. Alors c'est pour eux l'échec des Lumières, l'échec du projet des Lumières. Et lorsque Habermas dit que le projet des Lumières n'est pas épuisé, c'est justement en disant que la raison instrumentale, la raison stratégique, n'a pas absorbé toutes les ressources de la raison, d'où l'idée d'une raison communicationnelle distincte d'une raison stratégique. Je crois que c'est là le point très très important, n'est-ce pas, à retenir. Donc, en ce sens-là, c'est vraiment une riposte à l'accusation de déchéance adressée à la raison, cette grande déception de Horkheimer et Adorno, et la tentative de redonner une chance à une éthique vraiment philosophique, rationnelle. Alors, face à ce troisième adversaire, donc, au fond, c'est le point de rupture avec l'école de Francfort, ici, n'est-ce pas, sous sa version pessimiste de dialectique négative, n'est-ce pas, sur le titre de l'ouvrage en commun, écrit en commun par Horkheimer Adorno. Face à ce troisième adversaire, l'éthique de la communication prolonge, alors je pense, quelque chose de très fondamental chez Habermas, parce que très souvent on oppose le second Habermas au premier de l'époque de intérêt, Erkenntnis ou Interesse, intérêt et connaissance, qui gardait quelque chose d'assez marxiste, au moins sur un certain point, à savoir que la philosophie est une thérapeutique. Et c'est ce qui le fera rejoindre maintenant Wittgenstein. Il se refait un croisement là-dessus, que la philosophie a une fonction thérapeutique, et en particulier c'est la thérapie de la raison, qui dans sa déviation instrumentale demande une réplique. En ce sens, c'est un discours que peut-être est en commun avec Charles Taylor, l'idée que la conscience moderne est une conscience malade, et que le philosophe est responsable d'une certaine façon d'aider à survivre à ce malaise. Alors, ce qui est au fond predicament chez Taylor, à savoir que nous vivons sur des héritages fragmentés, là, la principale source c'est la corruption de la raison elle-même, sous sa forme instrumentale et stratégique. Dans les premiers travaux de Habermas, il y avait un appui beaucoup plus
évident sur le marxisme, en particulier sur cet aspect du marxisme qu'il avait tellement développé, la critique de la conscience fausse, n'est-ce pas? Ou la psychanalyse, l'argument que l'inconscient met une partie de notre langage sous excommunication. Et donc, le double recours au marxisme et à la psychanalyse, chez le premier Habermas, avait anticipé, en somme, cette intention thérapeutique de la philosophie. Alors donc, voilà les raisons pour lesquelles on veut parler de vérité. C'est dire que l'exigence de validité est aux sentiments moraux les mieux partagés, comme l'indignation, par exemple, ce qu'une explication physique est aux perceptions, qui corrigent des illusions d'optique. Alors, je passe sous silence un argument très longuement développé, moi qui ne me paraît pas très sûr, cette idée que, après tout, les normes ne sont pas énoncées sous la forme d'un impératif. Alors ça, c'est une discussion qui n'est pas familière, je dirais, sur le continent, parce que c'est une discussion surtout avec Hare, R.M. Hare, dans The Language of Morals, qui l'affirmation que c'est l'impératif qui est la forme fondamentale de l'obligation. Et après tout, même Kant n'avait pas dit ça, parce qu'il disait que c'est chez un être fini, dans lequel les désirs peuvent s'opposer à l'obligation, que l'obligation prend une forme impérative. Et Habermas fait remarquer que beaucoup de normes sont énoncées à l'indicatif. Il donne ça comme argument qu'il y a une question de vérité et pas simplement une question de rigueur, si vous voulez. Bon, moi d'ailleurs, je ne cache pas qu'il y a... J'ai relu très soigneusement tous ces textes de Habermas, il y a une sorte de flottement, parce que quelquefois, il dit, bien, là, il y a une exigence de vérité, mais ce n'est qu'analogique par rapport à la connaissance théorique. Tantôt c'est analogique, tantôt c'est, on peut dire, consubstantiel aux deux formes de la raison. Mais je crois que c'est surtout lorsqu'il a comme adversaire toutes les théories volontaristes, au fond, qui ont des aspects, en particulier dans la philosophie juridique, chez Kelsen, l'idée que le droit, c'est ce qui est décidé par des instances, etc. Alors, contre le décisionnisme privé et le décisionnisme public, en quelque sorte, qu'il appelle impérativisme, c'est une des raisons forte pour Habermas de donner à la vérité une place. Voilà. Bon. Alors, la deuxième caractéristique, donc la première caractéristique étant cette exigence de vérité, c'est le caractère avoué, décidé, revendiqué du formalisme, qui n'est pas pris du tout comme une faiblesse, mais au contraire comme la force même de cette éthique, d'être formel. C'est par ce trait que la coupure entre point de vue téléologique et point de vue déontologique est complète, puisque le point de vue téléologique repose sur ce que concrètement nous visons comme des biens, et comme le bien. À cela est donc opposée l'idée que, puisqu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les biens, nous avons vu d'ailleurs, Taylor le dit très fortement, les hypergoods sont source de conflits, alors cherchons dans les règles de la discussion la possibilité d'un accord. Le seul principe d'entente dans les situations de conflit ne peut concerner que la forme des arguments que nous adoptons en faveur ou à l'encontre de telle ou telle norme. Alors, ce qui est
très important, c'est ici la différence avec Kant, parce que la morale kantienne est une morale formaliste. Mais ce n'est justement pas le même formalisme, en ce sens que chez Kant, on peut dire au moins pour le premier impératif catégorique, la première forme d'impératif catégorique, et pour la formule générale de l'impératif catégorique, que c'est une discussion avec soi-même qui fonde la revendication de validité, à savoir que la maxime de notre action ne peut pas être universalisée parce qu'il y aurait une sorte de contradiction interne à cette universalisation. Et ça, on peut faire cet argument de soi à soi, tout seul. Tandis que, nous dit Habermas, l'accord visé n'est pas d'abord avec soi-même, mais avec les autres, dès lors qu'ils acceptent de coordonner en bonne intelligence leur plan d'action. J'insiste sur cette phrase-là parce que ce sera la source de discussion la prochaine fois. Parce que pourquoi accepteraient-ils? Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui nous pousse à argumenter plutôt qu'à se battre, par exemple? Bon. Alors c'est en mettant la discussion et l'argumentation au centre que on développe un kantisme post-hegelien. À la suite de Hegel, on intègre toutes les médiations institutionnelles que l'on peut appeler avec Jean-Marc Ferry dans son livre sur les sources, les racines de l'expérience, les ordres de la reconnaissance. Alors la différence donc avec Kant, nous allons la préciser maintenant, c'est la justification du concept de validité. Et c'est la troisième caractéristique dont nous avons à tenir compte après le caractère de vérité, la revendication de vérité, deuxièmement la revendication de formalisme, troisièmement la revendication d'universalité. Et l'exigence de validité est universelle dans la mesure où elle est formelle. Alors c'est ici que Habermas se déclare kantien, mais en même temps qu'il s'éloigne de Kant par sa définition de l'universel. Pour Kant est valable comme norme toute maxime d'action susceptible d'être universalisée. Mais, alors c'est là où que la critique de la moralité par Hegel entre en jeu. À quoi reconnaît-on qu'une règle n'est pas universalisable? Et ce n'est pas tellement clair dans l'argument kantien, parce que quelquefois, ça ressemble quand même à un argument utilitaire. On dit, si tout le monde en faisait autant, alors, si tout le monde se mettait à mentir, on ne pourrait pas vivre. Alors, si l'argument doit vraiment être formel, il faut dire qu'il y a quelque chose de contradictoire dans la maxime elle-même, donc une contradiction sémantique. C'est-à-dire que dans le sens même de ma maxime, disant si tout le monde mentait, il y a dans cette hypothèse, si tout le monde mentait, une contradiction interne. La contradiction interne, nous dit Kant, c'est que celui qui fait exception à son propre à la règle revendique pour lui les règles comme valables pour les autres. Donc la revendication d'exception à la règle d'universalisation se contredit parce que justement l'exception ne peut pas elle-même, c'est l'exception qui contredit l'universalité. Alors la plupart des critiques de Kant, et en particulier, il faut le dire, la plupart des philosophes de langue anglaise, que ce soit J. Moore, que ce soit Ayer, que ce soit Hare, ont tous marqué leur très grand scepticisme à l'égard de l'argument kantien que la règle que le menteur se contredit en simplement au niveau du rapport entre la règle et l'exception. Que traiter l'exception comme une règle, c'est contredire l'exception et la règle.
Alors l'issue de cette difficulté, c'est d'introduire une autre espèce de contradiction que la contradiction logique. Et je crois qu'on peut dire que tout se joue ici. Tout se joue ici sur la distinction entre deux contradictions. Une contradiction, on peut dire, dans le contenu même de la norme, donc on peut appeler une contradiction sémantique, logique sémantique, et alors la contradiction performative. Alors je vais passer quelques temps à expliquer cette notion de contradiction performative parce que c'est l'argument, peut-être même le seul argument, enfin c'est l'argument central, l'argument majeur, le maître argument, n'est-ce pas, qui dit j'ai bien raison de voler, j'ai bien raison de mentir, etc. Donc il commence d'argumenter. Alors la preuve qui va être invoquée relève de la pragmatique transcendantale, c'est-à-dire justement de contradictions qui ne sont pas dans le contenu de l'énoncé, mais dans l'opération de l'énonciation. Donc hier, chez l'ami Jarvolino, je rappelais la définition du performatif avec le fameux argument qui est pris alors dans l'ordre des jeux de langage. Si je dis le chat est sur le tapis, mais je ne le crois pas, je me contredis parce que dire que le chat est sur le tapis, c'est dire je crois que le chat est sur le tapis, et donc je me contredis en disant je ne le crois pas. Donc la contradiction n'est pas dans la phrase le chat est sur le tapis, mais dans je le crois, je ne le crois pas. Et dans les affirmations ordinaires, je n'énonce pas le préfixe, comme on dit. Je crois que, j'affirme que. Et c'est pourquoi les contradictions performatives sont souvent dissimulées. Elles sont dissimulées parce qu'il y a une partie dissimulée de l'énonciation complète. Nous avons affaire, dans le langage ordinaire, le plus souvent à des énonciations tronquées, c'est-à-dire qui ne mettent en avant que leur contenu énonciatif, mais sous-entendent, en somme, la catégorie d'acte de langage dans lequel nous nous tenons. Et c'est le cas surtout pour les affirmations. On ne dit pas « j'affirme que ceci », ce n'est que lorsqu'on est contredit par quelqu'un, au fond. Mais ordinairement, on énonce, on dit « le chat est sur le tapis ». Mais si je dis « je ne le crois pas », je me mets en contradiction avec ce qui est sous-entendu dans « le chat est sur le tapis », à savoir que je le crois puisque je le dis. Au fond, c'est le retour à ce qu'il y avait dans le Père Herménéas d'Aristote sur l'affirmation, où l'affirmation est un engagement du sujet dans le contenu de son énoncé. Alors, ce qui est donc présupposé, c'est que nous avons affaire à un adversaire qui accepte d'entrer en discussion et qui prétend avoir raison. Alors, comme on voit, l'adversaire n'est plus ici l'hédoniste, l'émotiviste, l'impérativiste, dans ces catégories que nous avons évoquées tout à l'heure, avec Hare et J. Moore et d'autres, c'est-à-dire le partisan d'une autre théorie morale, mais le sceptique. Et moi, ça m'a toujours frappé que toute la discussion allemande, c'est finalement, nous ramène tout à fait au stade où Platon discute avec les sophistes. C'est très, très semblable au moment antisophistique. En appelant le sceptique celui qui prétend qu'en matière de morale, on ne peut rien prouver, que tout le monde a raison ou tout le monde a tort, qu'il n'y a aucun moyen de décider. Si bien que la controverse se resserre finalement entre cognitivistes et sceptiques. Celui qui croit à la vérité en morale et celui pour qui il n'y a pas de vérité en morale. On peut dire que c'est là le point peut-être dramatique du débat,
est-il vrai que, en morale, des énoncés vrais sont possibles? Possibilité des énoncés vrais. Alors, Apple et Habermas pensent qu'on le peut à condition d'exclure tout emploi monologique, donc solitaire, de la contradiction. C'est en tant que le locuteur fait quelque chose en parlant, donc le fameux acte de langage de Austin Searle, qu'il se place dans le champ d'une contradiction portant non sur le contenu sémantique de l'affirmation contestée, mais sur l'opération illocutionnaire elle-même. Alors, ce type d'argumentation convient parfaitement à la situation décrite dans la théorie de l'action communicationnelle, à savoir, je cite, dans page 88 de la traduction française de la théorie de l'action communicationnelle, celle où les argumentations morales servent à résorber dans le consensus des conflits nés dans l'action. Alors, vous voyez que la différence avec Kant est double, car d'une part, on ne se place plus dans les relations de soi avec soi-même, mais de soi avec autrui. On est tout de suite dans un rapport avec l'autre. C'est dans un rapport avec l'autre. Et deuxièmement, dans ce rapport avec l'autre, c'est l'acte de langage et non pas le contenu sémantique qui est le lieu de la contradiction. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble, parce que c'est lorsque l'on met l'accent sur l'altérité, sur la communication, bon, que, en même temps, on met l'accent sur l'échange de paroles qui est dans la pragmatique du langage. Donc c'est le transfert d'une pragmatique du langage dans une pragmatique de la moralité. C'est ça toute l'entreprise de Habermas. Autrement dit, une expérience de pensée menée solitairement n'aboutit pas, mais seulement une épreuve à laquelle se soumettent mutuellement les participants à une discussion visant à l'entente. Donc, contradiction dans un champ conflictuel et contradiction dans l'opération de langage et non pas dans le contenu. Alors, je laisse de côté là toute une argumentation que je ne sais pas si je l'ai gardée dans le résumé, parce que Habermas prend appui sur la réinterprétation du cogito cartésien par Hintikka, donc un philosophe, on peut dire devenu américain, enfin c'est un philosophe de Finlande, finlandais. Il doit venir ici, je crois, non? Je l'ai vu dans le programme, Hintikka. Oui. Et il a, comme la plupart des philosophes analytiques, ils essayent de réécrire les grandes philosophies classiques en, comment dirais-je, en anglais, oui, en analytique, et en essayant de montrer que finalement, l'argument de Descartes, si je doute, je pense, et si je pense, je suis, est un argument qui use une contradiction performative. Et que l'argument, le cogito, n'est pas convaincant si on ne dispose que d'une logique qu'on pourrait dire aristotélicienne, une logique formelle qui est une logique des contenus. Ce qui expliquerait, n'est-ce pas, que le cogito, finalement, n'est pas convaincu Spinoza, n'est-ce pas, précisément parce que tout l'ensemble de la logique de spinoziste exclut les arguments performatifs. Ce pas des contradictions performatives, nous sommes dans le sémantique ontologique absolu. Je donne ici une citation de Karl Otto Appel. Je la donne seulement maintenant parce qu'elle est en quelque sorte le concentré de l'argument. Je l'ai recopié dans la traduction française. « Si je ne puis contester quelque chose sans me contredire moi-même, et si je ne puis déductivement le fonder sans commettre une pétition de principe logico-formel, alors ce quelque chose appartient précisément
à des présuppositions pragmatico-transcendantales de l'argumentation que l'on doit toujours avoir déjà reconnues pour que le jeu de langage de l'argumentation conserve son sens. Donc, l'argumentation est vraiment mise sur le plan de Austin Searle des jeux de langage. Et donc, c'est dans le performatif que s'il y a une contradiction dans l'universalisation de la maxime du menteur et du tricheur et du voleur, elle ne peut être que dans le jeu de langage qu'il emploie lorsqu'il argumente. Alors maintenant, je voudrais, dans la section suivante que j'ai appelée Habermas sans appel, sans appel, bon, j'ai fait une petite plaisanterie en français. Bon. Alors je crois qu'il est très important pour la confrontation que nous ferons demain et après-demain avec les théories contextualistes de bien localiser le point où Habermas se dissocie de Apple. En effet, celui-ci fonde des espérances considérables sur cet argument que Habermas ne partage pas. Pour Habermas, c'est un argument qui reste conditionnel. Si vous entrez dans la discussion, si vous acceptez, si vous prétendez avoir raison, si. Donc, nous sommes dans des arguments transcendantaux, mais présuppositionnels ou hypothétiques. C'est du transcendantal hypothétique. Tandis que Apple voudrait véritablement que l'argument se tienne exactement au niveau le plus haut marqué par la philosophie kantienne, c'est-à-dire la déduction transcendantale. Si vous êtes quelque peu familier avec la critique de la raison pure, le noyau dur de la première critique, c'est la fameuse déduction transcendantale dans la première édition et la deuxième édition, mais surtout si on le prend dans l'édition B, l'argument consiste à dire, pour que vous puissiez lier des expériences, des phénomènes, il faut que vous ayez la capacité de la synthèse. Pour que vous ayez la capacité de la synthèse, il faut que vous ayez un principe d'unité. Et où est ce principe d'unité? Eh bien, c'est le « je pense ». Bon, c'est très schématique ce que je dis là, mais tout l'argument de la déduction transcendantale consiste à remonter de la liaison vers Bindung à la synthèse, et de la synthèse à l'unité transcendantale qui est appelée aperception transcendantale, principe du je égale je. Donc qui est un principe d'identité plus haut que le principe que la synthèse, laquelle est plus haute que les liaisons que nous faisons dans la science par la causalité, sous les différents schèmes et sous les différentes catégories. Alors, la prétention de Apple, n'est-ce pas, c'est que la contradiction performative est en réalité de même niveau fondationnel que la déduction transcendantale kantienne, parce qu'elle aussi se présente, mais argumentativement, non, ou plus exactement, de façon rhétorique, de la façon suivante: si ne pas, alors. Si vous n'admettez pas le principe de causalité, alors vous ne pourrez pas faire une science, vous ne pourrez pas être newtonien, vous ne pourrez pas faire de physique. Si ne pas, alors. Alors l'argument du si ne pas, alors, si vous n'admettez pas que, n'est pas simplement un argument rhétorique, mais un argument fondationnel. Et c'est là ces deux lectures assez différentes de Kant, c'est pas qui sont faites. La lecture de la pragmatique transcendantale et la lecture de la déduction transcendantale. Alors la modestie plus grande, si je peux dire, de Habermas, c'est de dire que cet argument
ne fonctionne que s'il est accepté. S'il est accepté par comme dit, par toutes les personnes concernées, je cite, n'est-ce pas, ne peuvent prétendre à la validité, je le cite dans Morale et communication, dans la traduction française, en tout cas page 114, ne peuvent prétendre à la validité que les normes qui sont acceptées ou pourraient l'être par toutes les personnes concernées en tant qu'elles participent à une discussion pratique. Je crois que c'est très important que pour la suite de la discussion, en particulier demain, parce que la notion d'acceptabilité introduit quelque chose de beaucoup plus précaire, finalement. C'est probablement un trait important des discussions pratiques, c'est qu'elles ne sont pas convaincantes au sens d'une nécessité logique, mais se tiennent en quelque sorte à un niveau intermédiaire entre la persuasion, si vous voulez, et la preuve, et qui est le niveau, finalement, de ce que Aristote avait défini comme dialectique, c'est-à-dire le niveau des arguments probables. Donc nous sommes, et d'ailleurs accuse Habermas de rester dans un probabilisme, mais il pense que ce probabilisme, c'est le probable, c'est quand même pas le sophisme. Je pense d'ailleurs que ça a toujours été un grand problème dans la philosophie morale d'éviter les deux abîmes. Soit vous êtes dans un dogmatisme, qu'une seule chose est vraie, ou bien vous êtes dans la sophistique, on peut prouver n'importe quoi, et qu'il y a du plus probable et du moins probable, et que la vie morale se déroule en réalité sur ce niveau de la controverse où nous cherchons le plus probable. Alors c'est ce renoncement, en quelque sorte, à un absolu qui sépare de plus en plus Habermas de Appel. Et Appel dit que c'est parce qu'il s'est américanisé, bon, ça c'est possible, qu'il s'est fait une sorte de mixture entre ce qu'on appelle pragmatique en matière de théorie du langage, et puis le pragmatisme comme philosophie, philosophie américaine principalement, n'est-ce pas ? Ben, je reviens, n'est-ce pas, sur l'abandon d'une exigence de fondation absolue qui consisterait à traiter la contradiction performative comme indépendante de l'hypothèse que l'adversaire veut bien discuter, donc entrer dans le champ de l'argumentation, donc que la vérité de la prétention à la validité est indépendante de l'hypothèse d'un but poursuivi en commun par les participants à la discussion sociale. Je crois que c'est par là que, à mon sens, Habermas est moins loin qu'on le dit, que même il ne le dit je ne dirais pas forcément de Charles Taylor, mais des contextualistes dont je parlerai demain, car ils ont au moins en commun de renoncer à l'infaillibilité et admettre un faillibilisme de la discussion. Je relève, n'est-ce pas, un texte qui est le plus fort de Habermas contre Appel, enfin c'est la distanciation, comment il se distancie de Appel, lorsque il dit que la contradiction performative est simplement l'aveu que c'est un argument sans concurrent, mais non infaillible. Nous n'avons pas mieux à offrir. Voilà, il le dit très franchement.
ne disposant pas d'hypothèse alternative, l'argument de la contradiction performative garde une fonction maïeutique, à savoir de préparation à la discussion, d'entrée dans l'espace de la discussion, et thérapeutique, de correction des usages impératifs, des usages de pouvoir, de puissance, de stratégie, de soumission, qui sont caractéristiques de la raison instrumentale. D'où alors, et c'est la dernière partie de mon exposé, d'où le recours à une sociologie de l'éducation, de la formation morale. Si en effet l'argument de la contradiction performative ne peut revendiquer qu'une fonction maïeutique, c'est parce qu'il repose de bout en bout sur des moments hypothétiques. Si vous êtes impliqué dans une situation conflictuelle, si vous voulez traiter le différent par des arguments, si vous prétendez que votre argument est valide, si vous admettez l'équivalence entre valide et vrai, alors. Alors, c'est ce statut hypothétique de la pragmatique transcendantale qui explique que Habermas ait de plus en plus recherché un appui, ce qu'il appelle un contrôle indirect dans les théories du développement de la conscience morale et juridique, essentiellement celle de Lawrence Kohlberg. C'est donc le côté, je veux dire, américain de Habermas. À première vue, cela semble une concession inattendue, voire un aveu de faiblesse. Il n'en est rien pour deux raisons. La première concerne la pragmatique transcendantale. Si celle-ci peut être considérée comme une maïeutique, c'est-à-dire dans la mesure où elle reconstruit à un niveau formel les intuitions que l'antagoniste partage avec l'avocat de la morale de la discussion, nous retrouvons quelque chose de commun avec John Rawls, avec les convictions bien pesées. Donc il y a un caractère de reconstruction, en réalité d'intuition partagée. Il est naturel qu'on cherche un appui sur des théories qui elles-mêmes font l'histoire de l'accès à cette maïeutique. Cette maïeutique est elle-même, on peut dire, un produit d'éducation. Alors, cette théorie du développement moral, empruntée à Lawrence Kohlberg, est certes une discipline empirique, mais la mise en ordre des stades successifs du jugement moral chez l'enfant est elle-même guidée par la présupposition selon laquelle le stade le plus élevé du développement, appelé post-conventionnel, emprunte son sens à la morale de la discussion. En réalité, il y a une sorte d'échange de bons procédés, si je peux dire, entre Kohlberg et Habermas, parce que pour pouvoir mettre en ordre les stades de la vie morale, il faut avoir une certaine idée du dernier stade. Et qui donne l'idée du dernier stade? C'est le philosophe, qui lui dit, mais qu'est-ce que c'est que le dernier stade? Eh bien, c'est un esprit autonome, capable de juger par lui-même, d'entrer dans la discussion en cherchant le meilleur argument, etc. Donc, c'est la capacité à argumenter selon une morale de l'éducation, de l'argumentation. Mais en même temps, montrer que ce stade est celui vers lequel s'avance, se déroule le développement moral, cela donne une sorte de renfort empirique à l'éthique. En ce sens, la théorie du développement n'est elle-même pas purement empirique, c'est elle-même une science reconstructive, guidée par une idée régulatrice d'origine philosophique. On peut alors accorder une fonction d'appui mutuel à la philosophie morale et à la théorie du développement moral. La dernière corroborant la première et la première servant de guidage téléologique à la seconde. Alors c'est une question de savoir, et qui est très discutée, si ce rapport circulaire échappe au cercle vicieux
ou s'il s'agit de deux théories reconstructrices disposant chacune d'une discussion distincte, et à cette condition-là, elles peuvent se porter secours mutuel, mais la seconde interprétation serait la bonne à deux conditions. La première serait que la morale de la discussion avoue franchement sa totale indépendance à l'égard de la morale de la science du développement, ce qu'elle ne fait pas, et inversement, que la psychologie du développement moral ne doive rien à la philosophie, ce qui n'est pas non plus le cas. Si bien que, moi d'ailleurs, je dois dire que je n'emploie jamais l'argument de la circularité comme un argument destructeur. Je pense que toutes les pensées fortes ont toujours été des pensées circulaires. Bon, c'est une de mes convictions. J'ai employé d'ailleurs cet argument pour Rawls dans ce que j'ai eu l'occasion d'écrire sur lui, que se reposer alternativement sur des intuitions communes et puis sur un argument théorique, mais l'argument théorique étant une reconstruction des intuitions partagées, et les intuitions partagées étant comme implicitement un argument, c'est peut-être le statut même de la pensée morale, d'avoir ce caractère, on va dire, circulaire entre des intuitions fortes et au fond ce que Charles Taylor appelle finalement des justifications, pas des justifications, oui, fortes. Oui. Je donne quelques détails sur cette théorie de Kohlberg, enfin, quand même pour que vous ayez une idée de ce dont il s'agit. Kohlberg, c'est un peu, moi j'ai trouvé ça un peu raide comme reconstruction du développement moral. Il voit 6 stades. Les 2 premiers qu'il appelle pré-conventionnels. Au stade 1, qui est l'enfant est sensible à la punition, essentiellement, et donc éviter la punition, obéir littéralement aux règles et à l'autorité, bon, c'est le stade 1. Bon, au stade 2, on tient compte des intérêts des autres, mais toujours sous la crainte de la punition. Donc, c'est une morale de l'obéissance. Le niveau conventionnel, c'est très important ce vocabulaire parce que c'est celui que je voudrais un peu discuter dans la 5e conférence, d'avoir pris la notion de convention comme le point de repère, si vous voulez, pré-conventionnel, conventionnel, post-conventionnel, c'est toujours le conventionnel. Bon. Alors, le niveau conventionnel est constitué par les stades 3 et 4. Au stade 3, il est tenu compte des attentes interpersonnelles et mutuelles, mais cela encore dans le respect des règles régissant ces attentes. Au stade 4, l'accomplissement du devoir en société se fait par adhésion plus spontanée aux institutions existantes. Donc il y a une sorte d'acceptation de l'institutionnel. Donc en ce sens, c'est vraiment le niveau conventionnel. Ce n'est plus de l'obéissance pure et simple, mais c'est de l'adhésion à la convention. Alors le point critique pour Kohlberg, et je crois que c'est très important pour notre discussion la prochaine fois, c'est le passage du niveau conventionnel au niveau post-conventionnel. Celui où on entre dans l'idée qu'il y a des droits chez les autres dont je dois tenir compte. Mais au stade 5, qui n'est pas encore tout à fait le bon, c'est celui de l'utilité. Alors, c'est dans l'utilitarisme qu'on place au stade 5. Nous sommes déjà dans le juridique, si l'on peut dire, dans le droit social, mais sous l'angle d'une utilité échangée, d'un échange d'utilité. Alors, le stade 6, c'est celui des principes éthiques universels. Bon, d'ailleurs, on devient kantien au stade 6. C'est-à-dire
des principes que toute humanité devrait respecter. Alors, vous voyez que dans cette conception de Kohlberg, assez raide, parce que, je veux dire, rigide, en ce sens qu'on ne dit pas si c'est l'homme occidental ou l'homme... il y a déjà une sorte de prétention universaliste qui n'est pas dite. Comme si tous les enfants du monde entier, en quelque sorte, passaient par le stade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, d'ailleurs, je me suis dit où j'étais, et j'ai découvert que j'étais au stade 4 bis. Enfin, bon, je ne crois pas avoir atteint le stade 5, alors le stade 6, c'est trop élevé pour moi. Alors, vous voyez, toute la discussion consiste dans ce passage du plan conventionnel au plan post-conventionnel et la caractérisation de l'éthique universelle comme étant post-conventionnelle. Et moi, ce que j'essaierai de dire la prochaine fois, c'est qu'elle ne peut pas être, en tout cas, post-conviction. Et j'essaierai d'opposer, d'ailleurs, dans la façon de John Rawls, en un certain sens, l'idée de conviction à celle de convention. Mais Habermas se défend avec... c'est le point où il est assez intransigeant dans la discussion. Il tient beaucoup à ce terme de convention. Le choix du terme convention, pré-conventionnel, conventionnel, post-conventionnel, qui trahit, n'est-ce pas, la prévalence des idées de normes, de droits, d'obligations sur celles de bien, de valeur et de vie bonne. Je crois que le choix même du concept de convention est tout à fait en accord avec l'opposition du déontologique au téléologique. Mais alors, moi mon doute, je dirais presque pour Kohlberg plus que pour Habermas, parce que Habermas, c'est des arguments philosophiques, tandis que là, on prétend nous présenter comme une description empirique de la réalité, du développement des enfants. Moi, c'est le doute que j'ai toujours à l'égard des sondages et quelles sont les questions qu'on a posées. Et moi, je me demande si... moi, je n'ai pas lu l'œuvre de Kohlberg. Je dois dire que je n'ai pas lu l'œuvre de Kohlberg. Je ne la connais qu'à travers Habermas, mais enfin, qu'il y a quand même 200 pages dans l'Agir conventionnel sur Kohlberg. Et il le reprend dans le second volume. Il y a tout un chapitre sur la défense du niveau 6. Bon, alors... dans le chapitre qui est intitulé « Raison pratique », qui est tout entier une défense de Kohlberg, mais c'est une défense qui, en même temps, moi je dis, c'est un petit peu la défense d'un avocat qui fait perdre son procès parce qu'au fond, il dit, c'est parce que c'est de la philosophie que ça se tient bien. En réalité, le niveau 6 n'est pas un niveau empirique. C'est un principe régulateur au sens kantien du mot. Alors, ce n'est pas un stade, c'est un principe régulateur. Mais alors, si c'est un principe régulateur, qu'attend-on de Kohlberg, puisqu'il ne nous fournit pas la preuve empirique que l'on attend de lui? Alors, je laisse le problème en cet état, en introduisant en conclusion le concept sur lequel s'est arrêté dans ses derniers écrits Habermas lorsqu'il parle de division du travail entre le philosophe et le sociologue. Le philosophe donne des principes régulateurs et le psychologue donne des stades évolutifs. Donc, on se retrouverait, à mon sens, dans une situation qui était celle de Kant dans les écrits sur la philosophie de l'histoire et dans comment ça s'appelle, d'un point de vue pragmatique, oui. Ce que Kant appelait finalement anthropologie pragmatique. Au fond, nous sommes sur le plan d'une anthropologie pragmatique. Alors, je donne un dernier texte ici. L'absence d'alternative que j'ai partout défendue contre Karl Otto Appel signifie que ces convictions sont pour nous de facto incontournables. De facto incontournables.
Donc nous sommes sur un terrain qui n'est pas tellement loin de ce que Charles Taylor avait appelé les frameworks, et les cadres, les quadri di riferimento ineludibili. Mais c'était aussi un problème pour Kant, qui est très discuté aujourd'hui par les lecteurs de Kant. Qu'est-ce que Kant appelle un fait de la raison, c'est pas le factum rationis, lorsqu'il dit que la liaison synthétique qu'il y a entre la liberté et la loi, c'est un fait de raison. Et au fond, nous retrouvons le de facto incontournable, qui est en quelque sorte la transposition en pragmatique transcendantale du fait de la raison kantienne. Eh bien, alors, la prochaine fois, je ferai apparaître les arguments tirés de la différence des contextes historiques contre les trois exigences fondamentales: vérité, formalisme, universalité. Toute la discussion se fait aujourd'hui autour de ces trois notions. Il y a de la vérité en morale, à condition que ce soit formel et à condition que ce soit argumentatif. Bon, nous disposons d'une demi-heure, je crois, n'est-ce pas? Sì, certo. Ma quindi adesso possiamo aprire il dibattito e... Je ne sais pas si c'était trop difficile ou... No, forse diciamo c'è una certa fatica a mantenere l'attenzione per un periodo così lungo. Insomma. En tout cas, la traduction italienne est une traduction longue et complète concernant la contradiction performative. Donc vous pouvez le relire. Non, non, je l'ai vu. Radici del Dio. Sì. Beh, allora naturalmente tutti possono intervenire in questo dibattito. Oui. Ecco, un punto che magari comincio io per porre una questione, diciamo. Il punto di vista trascendentale che viene posto qui soprattutto da Apple, perché Habermas in qualche modo si rifiuta di affrontare questa dimensione, ha una sua caratteristica, diciamo, neocantiana che mi pare, diciamo, diversa da quella rivendicazione del trascendentale che è presente anche nella sua filosofia e che invece è piuttosto, diciamo, un trascendentale di tipo husserliano, quindi in qualche modo un trascendentale concreto, potremmo dire così, insomma, cioè che ha le sue radici, diciamo, nell'esistenzialità e, diciamo, dell'azione, per cui si ripropone un po', come dire, il dibattito tra etica formale ed etica materiale in un certo senso, questo concetto di a priorità, diciamo che... Mais le point critique, et je ne l'ai pas du tout anticipé aujourd'hui pour être tout à fait équitable, serait d'abord de savoir quelle est la place de la discussion dans les rapports humains. Quand on a dit que c'était un jeu de langage, mais est-ce que c'est un jeu de langage parmi les autres, ou alors une sorte de jeu de langage qui est tellement au-dessus de tous les autres qu'il aurait cette espèce de privilège de transcendantalité? C'est ça le problème. C'est surtout cet aspect-là qui est discuté par Bernard Williams dans son livre qui s'appelle les limites de la philosophie morale, où il dit, mais après tout, on ne passe pas son temps à discuter, bon, et on a d'autres façons de négocier que la discussion. Peut-être que le mot discours en lui-même mériterait plus d'analyse. Il est toujours présupposé, n'est-ce pas, comme allant de soi.
No, perché io mi voglio riferire proprio a un rapporto con i suoi testi sul linguaggio con cui abbiamo fatto i conti nell'antologia, in cui diciamo c'è una dimensione trascendentale del discorso che se però si colloca ad un altro livello, non è il dibattito di alcune persone che discutono. Ma comme vous le savez, je m'intéresse depuis plusieurs années à la théorie juridique. Et moi j'ai eu l'impression que c'était au plan juridique que cette éthique, la discussion avait toute sa force. Parce que là, nous avons affaire à un conflit qui est précisément placé sous la règle de la discussion. Il n'y a que un débat de parole. Et donc la rupture est faite avec la violence. On entre dans un espace cadré, un espace fermé, qui est un espace de discussion où il y a des procédures, il y a un avocat, de la partie de défendeur, de l'accusé, il y a un juge. Alors là, nous avons vraiment une sorte d'institutionnalisation de la discussion. Alors, est-ce que ce n'est pas un modèle juridique qui a été, en quelque sorte, est-ce qu'on n'est pas en train de juridiser l'ensemble des rapports humains? C'est à savoir, c'est à savoir. Mais concernant la première partie sur ce que j'ai appelé les présuppositions anthropologiques, il me semble que là, il y a un acquis important, je ne dis pas définitif, un acquis considérable, le fait que l'intersubjectivité est un donné, un fait primitif, que l'action est une interaction, que l'interaction passe par le langage. Et moi, j'emploierais volontiers, d'ailleurs, l'expression qui vient de Mène de Biran, n'est-ce pas, de fait primitif. Oui. Mais peut-être on pourrait trouver dans ces faits primitifs le lieu vrai du transcendantal. Oui. C'est la recherche d'une logique de la vie morale à un niveau plus radical. C'était la pensée de Mène de Biran. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes philosophes qui actuellement reviennent à Mène de Biran, parce que Mène de Biran avait un projet un peu fou, qui avait paru un peu fou. Au début, c'était de dériver du fait primitif de l'effort l'ensemble des catégories kantiennes de substance, de causalité, etc. On dit non, c'est pas possible, que tout l'appareil de l'entendement humain dériverait du fait que je pousse un objet, l'expérience de l'effort. Mais si on donne à l'effort, justement, une expérience originelle de la corporalité. Oui, l'expérience originelle de la corporalité, c'est-à-dire avec la résistance des choses, que on n'a pas à démontrer que les choses existent parce qu'elles résistent d'abord à notre impérialisme pratique. Alors là, il y a un fait primitif. Il y a peut-être plus de modestie dans la reconnaissance du fait primitif que dans une sorte de prétention de déduction transcendantale absolue, n'est-ce pas, avec un je pense d'où sortiraient toutes les catégories. Mais en un sens, moi j'ai toujours eu l'impression, j'ai été amené par profession, si je peux dire, d'être dans des rapports, dans des congrès avec Habermas et Apple, et on est plus à l'aise, à mon sens, dans la discussion avec Apple parce que c'est d'une netteté tranchante. Oui. Avec Habermas, oui, ça, c'est vrai. On ne sait pas si on est dans le transcendantal, dans l'empirique, dans le pratique, dans le. Oui. Il y a. Ça devient progressivement une sorte de grand éclectisme, je dirais, germano-américain. Celui d'Habermas. Oui, oui. Ouais. Bonato, vieni qua oui. Per la registrazione. Alors, j'aimerais bien discuter avec vous à propos de deux mots qui sont tout à l'heure dans votre exposé, c'est-à-dire ce sont les adjectifs préconventionnels, conventionnels, post-conventionnels. Je crois que à travers ces trois distinctions,
on peut donner une image, une location, on peut placer l'éthique, les rôles de l'éthique et dans les rôles de l'éthique, l'attente de l'éthique, aussi la place de la discussion. Alors, je fais un exemple pratique. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre, selon Habermas, de l'éthique de la discussion, de la discourse éthique? Quand on se réfère à un problème et on définit ces problèmes relevants, c'est-à-dire un problème qui requiert d'être discuté, post-conventionnaliste, en façon post-conventionnelle. Alors, moi, je peux penser à deux problèmes que je pourrais définir moral, mais le premier, peut-être c'est un problème moral conventionnel, le second, c'est un problème moral post-conventionnel. Alors, le premier problème, c'est-à-dire, c'est le second. C'est le problème d'un individu qu'il est en face de devait décider quelque chose. C'est-à-dire, doit faire quelque chose et doit prendre une décision. Alors, se pose le problème, quelle orientation on peut avoir pour arriver à la décision. Par exemple, on doit décider quel travail faire dans le futur. On a à disposition 2-3 possibilités concrètes. On doit décider dans les moments quelle de cette décision morale, quelle de cette décision est morale. Plus morale, moins morale, dans quelle situation, conditions. Moi, je pourrais dire, Habermas penserait qu'il s'agit d'un problème moral conventionnel. Le second exemple, il s'agit d'un problème collectif, la pollution. On doit décider ou si nous voulons continuer de produire et de transporter les marchandises comme aujourd'hui ou pas. On sait quels sont les dommages de notre système. On doit prendre une décision pour le futur. Rio de Janeiro, on va s'en rencontrer beaucoup de représentants de politiques. On pense à la discussion, à un problème post-conventionnel. Alors, chez Habermas, la moralité, c'est quelque chose de profondément différent, post-conventionnel, de que dans la tradition, on a toujours pensé. C'est seulement une hypothèse que je veux maintenant donner pour la discussion. C'est seulement une hypothèse. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que vous êtes incapable de donner un exemple. Mais ce n'est pas de votre faute, mais parce que les 3 stades préconventionnels, conventionnels, post-conventionnels sont 3 stades également formels. L'une, c'est une formalité qui repose sur l'obéissance. La seconde, qui repose sur des contrats, des promesses mutuelles, la mutualité, si vous voulez. Et puis le troisième, qui repose sur l'idée de l'humanité. Mais au fond, dès le questionnaire auquel on a dû soumettre des enfants, je suppose, on ne leur a jamais fait réfléchir sur des choix réels. Parce que des choix réels mettent en jeu des contenus, des biens. Appelons bien, d'une façon générale, des choses qu'on préfère. Et
discuter, c'est discuter sur quelque chose. Et discuter sur quelque chose, c'est introduire des évaluations, donc des évaluations de contenu. Mais si vous ne tenez compte que de la façon de discuter, effectivement, vous pouvez dire que vous avez une façon de discuter qui est préconventionnelle, c'est en obéissant aux autres, ou conventionnelle, c'est par une sorte de contractualisme spontané, pas très, comment dirais-je, qui n'est pas inscrit dans des textes, etc. C'est la convention, c'est la convention. Et le post-conventionnel, c'est avec l'idée que l'humanité entière devrait faire comme moi. Mais à aucun moment, on ne tient compte des choses sur lesquelles on discute, mais simplement sur des styles de discussion. Au fond, c'est une sorte d'histoire de la discussion. Discussion pré-conventionnelle, discussion conventionnelle, discussion post-conventionnelle. Mais si on garde le mot convention les 3 fois, pour dire pré, oui, bon, et post, c'est parce que on a éliminé les contenus. Alors, moi, je me demande toujours, mais de quoi discute-t-on ? Les gens apportent justement des intérêts à la discussion. Alors là, c'est surtout les utilitaristes, bien entendu, qui ont tiré à boulet rouge contre cette éthique, mais on peut le faire sans être un utilitariste, en tenant compte non seulement des intérêts des choses, mais aussi des préférences. Des préférences. Moi, je pense que le problème qui sera introduit demain, c'est peut-être de réarticuler ou de mieux articuler finalement l'empirique et le transcendantal, qui me paraît être le grand problème après Kant. C'est Otto Friedhofer a bien vu le problème, que ce n'est peut-être que dans le droit que chez Kant il est vraiment, parce que là on a affaire à une société en conflit, il s'agit de faire coexister des gens. Alors là il y a vraiment des contenus, c'est-à-dire les conflits réels des gens. Je ne vois pas comment on peut mettre entre parenthèses ce sur quoi on est en désaccord pour ne garder que l'idée. Je suis en désaccord, comment je vais pouvoir m'accorder en suivant quelles règles de discussion. Mais je vais aussi changer mes préférences par les arguments que me donneront les autres. Je penserai que finalement, je ne sais pas, moi, si vous prenez un problème, je ne veux pas prendre des problèmes liés au début de la vie qui sont très controversés, mais discussion, l'euthanasie. Voilà un problème que... effectivement, vous pouvez le prendre sous les 3 angles. Je refuse l'euthanasie parce que toutes les morales traditionnelles ont dit que la vie était précieuse, mais j'obéis simplement. Ou bien, je perds la confiance dans mon médecin, si mon médecin peut me tuer. Et alors je suis dans le conventionnel. Ou je pourrais mettre un argument post-conventionnel en disant, mais la vie doit être protégée dans quelque état que ce soit. Qu'elle soit insupportable ou non. Mais alors là, je suis vraiment à savoir si une vie totalement douloureuse est encore une vie digne d'être vécue. Alors là, c'est vraiment le sens même de la douleur qui est en jeu, c'est-à-dire le contenu le plus pathétique de l'expérience humaine. C'est pour ça que je reviens à cette idée. Sur quoi discute-t-on ? On ne peut pas dire discutons sur discuter. Vous aviez une deuxième proposition. Je ne veux pas du tout avoir raison contre vous, parce qu'on est en train de... moi, je ne suis pas non plus assuré dans cette discussion, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour cette... surtout, je dirais, le côté anti-utilitariste et anti... comment dirais-je... morale qu'ils appellent très, très justement la morale du pouvoir, finalement. Morale instrumentale, morale stratégique de la réussite. Merci. Mais moi j'aurais presque plus de goût
je dirais, plus de goût à défendre Habermas que Kohlberg, parce qu'avec Habermas, on a affaire à des arguments philosophiques. Tandis qu'avec Kohlberg, on a affaire à des arguments pseudo-empiriques, à mon sens. Mais que je vous dis encore une fois, je ne l'ai pas lu et je fais confiance au résumé très très favorable qu'en donne Habermas. J'avoue que j'ai pas très envie de le lire non plus. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Très brièvement, parce que je voulais reprendre l'aspect juridique que vous avez soulevé tout à fait à la fin. Je me demandais si vous étiez plus près de la démarche de Rawls, qui finalement très explicitement se situe dans le juridique, puisqu'il se situe sur le plan du constitutionnalisme. Il reprend d'une certaine façon les derniers développements, particulièrement l'idée de consensus raisonnable par recoupement, reprend une partie de l'idée des idées d'Habermas sur l'éthique de la discussion, mais les applique à un espèce de consensus sur des normes qui sont des normes qui se situent explicitement dans le juridique fondamental. Et ensuite, là-dedans, donc on fait l'économie de tout ce détour qu'on trouvait dans la théorie de la justice et qui est abandonné dans le libéralisme politique, dans le political liberalism, par le développement moral de l'enfant et tout ce détour par un pseudo-empirique. Et on peut ensuite se trouver... aussi, on n'aboutit pas à une juridification de tous les aspects de la vie, puisque on situe explicitement les choses sur le plan du constitutionnel. Et je ne sais pas si c'est à la limite trop pragmatique pour ce que vous... Non, moi j'accepte tout à fait ça, mais d'abord parce que moi je ne méprise pas du tout le juridique. Je pense même au contraire que... c'est une dimension qui est sous-estimée dans la formation philosophique. Moi, quand je pense à mon âge, aux enseignements que j'ai reçus il y a 50 ans, plus de 50 ans, et puis ce que j'ai enseigné pendant plusieurs décennies, jamais rien sur le droit. Ce que Leibniz a une philosophie du droit, Kant a une philosophie du droit, Hegel a une philosophie du droit. Pourquoi est-ce que la philosophie, tout d'un coup, a perdu de vue le droit ? Et alors, je pense aussi que le droit n'est pas non plus enfermé complètement dans le juridique. Parce que l'idée d'avoir des droits, mais quand nous parlons des droits de l'homme, par exemple, il ne s'agit pas simplement des tribunaux, de ce qui passe dans le judiciaire. Si vous voulez. Le juridique est plus large que le judiciaire. Et alors, je crois que c'est assez... ce n'est pas affaiblir une philosophie, je veux dire, ce n'est pas un argument décisif contre une philosophie morale de dire qu'elle fonctionne mieux dans l'ordre juridique que dans la vie quotidienne, par exemple. Parce que le juridique est une espèce de modèle aussi pour se comporter les uns à l'égard des autres. Et comme, après tout, nous en avons tous plus ou moins l'intuition, parce que s'il y a une intuition forte, et je dirais même commune, finalement, à des gens qui ont des convictions philosophiques, religieuses différentes, c'est le sentiment de l'injuste. Moi, je sais que j'aimerais beaucoup réfléchir sur la notion d'indignation, n'est-ce pas, qui est quelque chose de fondamental. Et il y a quand même un très grand accord, je crois, sur l'indigne, sur l'indigne, que ce soit la torture, que ce soit le travail des enfants, par exemple, la façon dont les femmes continuent d'être traitées jusque dans nos cultures avancées. Enfin, il y a des accords très très profonds, justement, des accords substantiels, si l'on peut dire, que alors on formalise, on les reconstruit argumentativement. C'est pourquoi je dirais que la notion de reconstruction me paraît peut-être la plus forte, à savoir qu'on reconstruit ce qui reste intuitif, mais en gardant la force de l'intuitif. Et en ce sens, le droit
dans nos codes, formalise des intuitions partagées, finalement. Le fait, moi je reviens beaucoup sur ce problème de la peine de mort, parce que ça a été une telle ligne de partage, le fait que toutes les dictatures qui sont tombées en Europe ont abouti à des régimes qui ont supprimé la peine de mort. Que ce soit, en tout cas, toute la région méditerranéenne, si vous voulez, en tout cas, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, on a supprimé la peine. Le premier acte en Roumanie, après hélas, cet assassinat, finalement, de Ceausescu, c'était quand même supprimer la peine de mort. Alors là, je crois qu'il y a une sorte d'intuition commune qui s'est formée, à savoir que l'État ne peut pas se comporter comme le bourreau. Qu'un État civilisé s'interdit quelque chose. Ce n'est pas parce que on ne croit pas à la force d'intimidation de la peine de mort. Après tout, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle est utile. Mais justement, ce n'est pas un argument sur le plan de l'utile ou de l'inutile. C'est l'argument que l'État se limite lui-même en s'interdisant de faire quelque chose. C'est-à-dire, il ne se comporte pas comme l'assassin. Alors là, c'est ce rapport, à mon sens, entre intuition et reconstruction. Et c'est peut-être là le concept de conviction bien pesée. Mais alors c'est pourquoi je ne suis pas satisfait, moi, avec la notion de convention. Je préfère celle de conviction. Ce sera l'objet de la 5e. Et puis j'ai découvert un peu récemment, les derniers articles de John Rawls, l'idée de désaccord raisonnable. Ah oui, c'est ça. Moi je suis plein d'admiration dans ce concept-là. Les désaccords raisonnables, qui est peut-être la vraie réponse à Charles Taylor. Non, ce n'est pas sa réponse, parce que finalement, il admet que nous vivons sur des héritages conflictuels, fondamentalement, si vous voulez, chrétiens, rationalistes et romantiques. C'est ça, finalement, pour Charles Taylor. Mais que ça fonctionne quand même assez bien à trois. Et sur quoi? Parce que nos sociétés peuvent faire une sorte de pacte tacite que c'est un désaccord raisonnable. Que, par exemple, des gens très anticléricaux, athées, admettront que des formes libérales du catholicisme ou du protestantisme, on peut vivre avec, mais pas avec le fondamentalisme. Donc nous faisons tous une différence quelque part entre ceux avec quoi on peut vivre et ceux avec quoi on ne peut pas vivre. Donc l'idée de désaccord raisonnable, j'anticipe trop en donnant mes dernières cartouches, le dernier, trop tôt. Bon, on va sortir là. Merci de votre...